va finir en feu d'artifice avec 15 jours d'avance, avec un trio d'orateurs très prometteurs. On parle souvent de la transition enfant-adulte et on commence à parler de la transition adulte-sujet âgé, sans forcément préciser où est le cut-off pour le sujet âgé. Mais on est tous confrontés dans nos maladies rares à des patients de 80, 85 ans, voire au-delà. Et même si ce n'est pas de l'oncologie, il faut savoir parfois adapter le traitement, ou pas, on va nous le dire. Et donc pour les 3 maladies considérées où cette discussion va avoir lieu avec un quart d'heure montre chrono par orateur, on va commencer avec Régis qui va nous dire si dans l'aplasie médulaire, l'âge doit être pris en compte et si oui, de quelle façon. Merci beaucoup Marc. Alors, en fait, je vais aborder 3 sujets. 2 sujets où l'âge est un peu consensuel, on est tous d'accord. C'est le traitement par inhibiteur de complément et le traitement dans l'HPN et le traitement immunosuppresseur dans l'aplasie médulaire, où là, on estime que plus de 60 ans, c'est le sujet âgé. Et je ferai quand même, et pardonnez-moi parce que je sais que certains ont des réactions un peu anaphylactiques à la greffe, mais pour la greffe, ce sera plus bas. Hein, la greffe, c'est âgé, c'est 40 ans. Voilà. Donc, je dirais un mot. Voilà. Alors, j'espère que ça va s'afficher. C'est toujours le même stress tout au cours de la journée. Est-ce qu'il nous faut se déplacer pour demander à ces messieurs-dames de nous mettre les diapositives ou... Bon. Sinon, je peux le faire comme ça. Alors, voilà. Donc ça, c'est mes conflits d'intérêts. Donc voilà. Donc on va commencer par l'HPN. Alors, pour l'HPN, donc, est-ce que l'âge est un problème ? C'est vrai que c'est quand même assez... voilà. Il manque une diapositive. Donc ça, c'est celle que mon gamin a dû me piquer ce matin. Donc en fait, ce que je vous mettais là, c'était des études de vraie vie qui, sur cette question en particulier, ne faisaient que nous montrer des courbes de survie où les patients étaient matchés sur des sujets du même âge et du même sexe qui n'avaient pas l'HPN et qui étaient traités par inhibiteur du complément. Et en pratique, c'était pareil. Mais le nombre de malades de plus de 60 ans était plutôt faible dans les études de vraie vie. Dans les études de prospective, randomisée. Il y a 7 études-là que j'avais présentées à l'H, qui sont des études qui ont été dérivées depuis les études Alexion ravulizumab. Et en fait, pour l'instant, elle n'est pas publiée. Et en pratique, l'idée, c'était justement, pour le coup, d'une manière prospective et contrôlée, de poser la question de savoir si, après 65 ans, on avait des résultats différents, en sachant qu'on prend avantage de 2 études, qui sont l'étude 301 et 302, c'est-à-dire chez des patients qui sont naïfs, c'est la 301 et traité, c'est la 302, on va le voir dans une minute. Et nous, ce qu'on regarde et ce qu'on a comparé, c'est le fait d'être indépendant transfusionnel, d'avoir une hémoglobine qui se stabilise, d'avoir des complications type thrombotique et d'avoir des crises hémolytiques. Alors voilà comment a été faite cette étude. Encore une fois, c'est une étude finalement rétrospective sur des données prospectives. Donc je vous l'ai bien dit, dans l'HPN, on a même mis à 65 ans, hein, donc c'est plutôt une partie élevée des études, mais qui sont prospectives, avec la difficulté de l'analyse qui est toujours au départ les 26 premières semaines et ensuite au moment de la phase d'extension, les 27 à 52 semaines où tous les patients reçoivent du ravulizumab. Et donc vous voyez bien cette difficulté, bien entendu, et vous allez voir le tableau d'après qui est extrêmement complexe, mais néanmoins quelques informations qui nous font dire qu'en tout cas pour l'HPN, on a envie de proposer le même traitement au sujet de moins de 65 ans et de plus de 65 ans. Donc c'était des études sur 1 an et, comme je vous l'ai dit, d'être indépendant transfusionnel, de stabiliser son hémoglobine, les LDH évidemment, les crises hémolytiques et les effets indésirables graves, notamment les thromboses. Voilà le tableau qui est compliqué, je vous l'accorde, mais on va y aller tranquillement. Cette partie-là, ce sont les patients qui n'avaient jamais reçu d'inhibiteur du complément. Donc ce sont des patients avec une hémolyse, une HPN hémolytique qui était jusque-là non traitée. Et cette partie-là, c'est des patients qui étaient sous eculizumab et qui ont été soit switchés sur ravulizumab, soit alors continuer l'eculizumab pendant 26 semaines et ensuite avoir le ravulizumab. C'est l'intérêt des études pour que les patients puissent tous avoir les nouvelles molécules. Et donc si on regarde moins de 65, plus de 65, c'est simplement ici où il y a une petite différence. Vous voyez que en termes d'indépendance transfusionnelle,
eh bien, on a pour les patients qui sont de moins de 65 ans, eh bien, des taux qui sont plutôt aux alentours de 40-50%, alors qu'on est plutôt à des taux de 70-80% pour les patients qui ont moins de 65 ans. Donc il y a une petite différence, et c'est pareil dans la phase d'extension. On a une petite différence en termes d'indépendance transfusionnelle et aussi en termes de stabilisation de l'hémoglobine. Vous voyez que les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est la seule différence qu'on a, en sachant que, évidemment, comme les chiffres et les nombres sont faibles, eh bien, ces chiffres ne sont pas significatifs. Mais on a quand même, à mon sens, un peu moins de patients qui stabilisent leur hémoglobine ou qui sont indépendants transfusionnels une fois, enfin, quand on les traite et qui n'ont jamais reçu avant. En revanche, quand les patients étaient déjà sous Soliris, donc c'est cette partie-là, là encore les sujets jeunes et les sujets de plus de 65 ans, eh bien on s'aperçoit que les chiffres sont parfaitement similaires, en tout cas comparables. Hein, on n'a pas vraiment de grande différence. Là encore, les nombres sont faibles, donc forcément c'est quelque chose qu'il faut prendre avec pincette. Mais globalement, on a envie de penser que quand le patient est déjà sous eculizumab, on imagine qu'évidemment ce sont des patients qui ont été traités longtemps, donc chez qui on avait un bénéfice, donc il y a forcément un biais de recrutement. Et c'est pour ça qu'on a cette différence au départ sur des patients qui n'ont jamais reçu d'inhibiteur. Eh bien, on n'a pas de différence. Alors, ce qui est plus intéressant, en tout cas dans cette tranche d'âge, c'est qu'en termes de LDH, alors là, pour le coup, on n'a aucune différence, que les patients soient naïfs de tout traitement ou qu'ils étaient sous eculizumab et qu'on les traite par ravulizumab. Vous voyez que les LDH sont inférieurs à la normale, que le patient soit de moins de 65 ans ou plus de 65 ans. Et pareil pour l'étude de 302, donc celle où les patients étaient sous eculizumab et qu'on a placé sous ravulizumab. Pour les crises hémolytiques, là on a des résultats qui sont assez spectaculaires, mais encore une fois à prendre avec pincette du fait du nombre de malades. Vous voyez qu'il n'y a aucune crise hémolytique chez les plus de 65 ans sous ravulizumab. Bon, sur la période observée. Hein, c'est bien sûr que ça arrive en prospectif et dans la vraie vie, on a des malades qui font des crises. Mais néanmoins, dans cette étude-là, sur des données contrôlées prospectives, on voit que les épisodes de crise hémolytique ne surviennent que chez les plus jeunes. Donc globalement, c'est tout ce qu'on a sur l'HPN. Donc pour faire un résumé simple, on a envie de dire que finalement, en termes d'indépendance transfusionnelle, c'est vrai que pour les patients qui n'ont jamais été exposés à un inhibiteur du complément, oui, en effet, il y a peut-être une petite différence en sachant qu'elle n'est pas significative et que les nombres sont plutôt faibles. En termes de stabilisation d'hémoglobine, ça a l'air pas mal. En termes de contrôle des LDH, ça a l'air pas mal. En termes de crise, vous avez vu que les résultats étaient bons, même si encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes vis-à-vis du nombre. Et il n'y a pas eu d'événements indésirables graves, il n'y a pas eu de thrombose, il n'y a rien eu de tout ça. Donc en gros, pour l'HPN, à l'heure actuelle, on n'a pas de limite d'âge. Et si un patient a une HPN hémolytique transfusée, ou une HPN hémolytique qui a des signes cliniques d'hémolyse intravasculaire, des douleurs abdominales, de la fatigue, même sans être transfusé, ou si le patient présente une thrombose, on n'a pas d'arrière-pensée, sauf cas exceptionnel de cancer avec évidemment une survie à court terme, on n'a pas d'arrière-pensée pour ne pas traiter ces patients. Donc ça, c'est l'HPN. Alors après, on va passer à l'aplasie. Donc dans l'aplasie, comme vous le savez, c'est l'algorithme que vous avez sûrement déjà vu. Chez les sujets jeunes, quand on a un donneur familial, quand on sait que le patient a une aplasie médulaire auto-immune, encore mieux s'il a un clone HPN, eh bien, on va à la greffe géno-identique. Les résultats sont très bons. C'est probablement ce qui restera la dernière indication d'allogreffe dans les 15 ou 20 ans qui viennent. En pratique, c'est un remplacement d'organes. On a très peu de complications. Et là, vous voyez, c'est une série qu'on avait rapportée il y a maintenant un petit moment sur plus de 60 malades avec un long terme qui était très important. Et on avait finalement comme seule complication des ostéonécroses avec des patients qui avaient besoin d'une chirurgie de hanche. Mais c'est aussi ce qu'on observe dans l'immunosuppression sans greffe. Donc finalement, c'est une technique qui rend service aux patients. Néanmoins, eh bien, et ça c'est répété, et c'est là où je vous disais que 40 ans dans l'aplasie c'est vieux, c'est qu'après 40 ans, on a une toxicité, une mortalité qui est très importante et qui est inacceptable pour proposer ce traitement en première ligne, puisque dans cette maladie, on n'a pas de rechute, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit en miroir, c'est la mortalité liée à la greffe. Et vous voyez très bien que finalement, quand on a plus de 20 ans, hein, vous voyez, dès qu'on a plus de 20 ans, on perd, et alors à 40, c'est encore plus, on a
une toxicité qui est inacceptable. Et donc, ça a été éprouvé par l'étude américaine, par l'étude européenne. Là, il y a des données qui ne sont pas encore publiées qui retrouvent exactement la même chose. On ne sait pas pourquoi, dans cette maladie, on a beaucoup plus de mal à avoir... pourquoi on a cette toxicité, soit infectieuse, évidemment, soit de rejet, mais finalement, il n'y a pas plus de GVH, et pourtant, on a une TRM plus importante. Donc oui, dans la greffe pour aplasie médulaire, il y a une limite d'âge, et cette limite d'âge avec un donneur géno-identique, c'est plutôt 40 ans. En revanche, dans le traitement immunosuppresseur, alors vous savez que maintenant le traitement de référence c'est le SAL, cyclosporine et le thrombopag, on n'a pas encore de données sur des sujets âgés qui ont reçu cette ligne-là. Dans l'étude RACE, il y avait à peu près 20 malades qui avaient plus de 65 ans, donc forcément c'est pas assez pour tirer des conclusions. Néanmoins, quand on revient à ce qui avait été fait sur le SAL, cyclosporine chez les patients de plus de 60 ans. Donc ça, c'est une étude qu'avait fait Flore avec Adrien quand il était à Saint-Louis, quand il était dans le service. Eh bien, on avait regardé pour savoir si finalement, eh bien, il fallait traiter les sujets de plus de 60 ans par SAL cyclosporine, et est-ce que finalement, on n'avait pas trop de complications liées à ce traitement dans cette tranche d'âge pour des patients, vous l'avez bien compris, qui avaient une aplasie médulaire sévère ou très sévère, qui n'étaient évidemment pas éligibles à la greffe en première ligne avec ce que je vous ai montré avant, et qui donc se posaient la question d'un traitement immunosuppresseur. Et en fait, la première chose qui est quand même importante, c'est quand on regarde les facteurs en multivariés qui sont associés à la mortalité, on a bien l'âge, en effet, l'âge qui avait été traité en variable continue, qui est indépendamment associé à la mortalité, oui, c'est vrai, mais on a aussi deux autres marqueurs forts. D'abord, le fait d'avoir une aplasie médulaire sévère ou très sévère, et puis le fait d'avoir des comorbidités. Donc là, on voit se présenter dans cette population le facteur âge, en effet, mais indépendamment la sévérité de la maladie et les comorbidités. Et quand on regarde la réponse, alors là, donc c'est la survie qui avait été tirée de cette population, quand on regarde la réponse, quand on met SAL cyclo comme étant le meilleur répondeur, eh bien on s'aperçoit que tous les autres traitements font moins bien, voire beaucoup moins bien. Et dans cette population, en fait, le SAL cyclo donnait à peu près 60% de réponse. Tout le reste en monothérapie donne plutôt de l'ordre de 30 à 40% au grand maximum. Et donc, vous voyez toute l'ambivalence dans cette population où finalement, eh bien, le meilleur traitement, ça reste le SAL cyclo. Et bien entendu qu'il y a un rôle de l'âge, mais il y a aussi un rôle de la comorbidité et de la maladie sévère, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, et donc cette courbe de survie, en sachant que, je ne vous ai pas cité le papier qui avait été fait, un papier il y a 15 ans, par André Tichelli, qui avait montré dans le JAMA que les courbes de survie des patients de plus de 60 ans traités par immunosuppression dans le cas d'une aplasie médulaire n'étaient pas différentes, finalement, que les patients de plus de 60 ans à la même époque qui n'étaient pas traités, à savoir qu'il y a évidemment une surmortalité à cet âge. Donc, du coup, à l'heure actuelle, on a quand même tendance à dire que si un patient de plus de 60 ans est en très bon état général, et c'est de plus en plus le cas, et a une maladie, une aplasie médulaire sévère ou très sévère, on a quand même tendance à aller au SAL cyclo. Et maintenant au SAL cyclo-révolade, puisqu'en plus de ça, on améliore la réponse, on raccourcit la durée d'hospitalisation et la durée de transfusion. Donc là, on a quand même tendance à être beaucoup plus agressif en termes de traitement, parce que vraiment, si les patients sont en bon état général, les comorbidités et l'aplasie médulaire sont aussi des facteurs indépendants. Donc très clairement, si le malade est fit et qu'il a une aplasie médulaire sévère, on va au traitement immunosuppresseur de référence. Et puis enfin, et je m'en arrêterai là, la greffe non apparentée, vous savez, quand le patient a une aplasie médulaire réfractaire, donc la rebelote, un peu de greffe, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, eh bien là, on n'est même plus à 40 ans, on est à 30 ans. On est à 30 ans, avec là des patients qui ont une augmentation de la tox à partir de 30 ans. Et donc moi, je montre toujours cette courbe qui est assez illustrative, si je peux vous la montrer, qui avait été faite par Régnier de Villiers quand il était passé dans le service. Il s'était amusé à regarder les facteurs prédictifs de survie chez des patients qui étaient greffés pour une aplasie médulaire réfractaire. Et en fait, il avait montré que l'âge était un facteur important, le fait d'avoir un donneur qui était matché et le fait d'être greffé dans la première année pour la maladie. Vous voyez les courbes, ça c'était la cohorte française validée sur une cohorte européenne. Quand vous avez 0 ou un seul facteur, des trois là, ou quand vous avez 2 ou 3 facteurs, eh bien vous voyez que le patient va beaucoup moins bien, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si le patient a une aplasie médulaire réfractaire, qu'il a 30 ans ou moins, qu'il a un donneur matché, qu'il est dans la première année, on ne se pose aucune question, on va à la greffe. Si par contre il y a 2 ou 3 facteurs, un espacement entre le diagnostic et la rechute, le fait qu'il ait 40 ans ou plus,
eh bien là, on est beaucoup plus embêté. Donc, vous voyez un peu tout ça pour vous dire que dans la greffe, ça reste un problème. Et donc, je suis content d'annoncer aussi, comme David, qu'on a un PHRC qui a été accepté aujourd'hui pour aussi adresser cette question des greffes chez les patients les plus âgés dans l'aplasie. Donc, il faudrait peut-être faire une communication dans la filière, parce qu'à mon avis, on doit être plusieurs. Et en effet, tu as raison, boire du champagne. Et donc, en conclusion, voilà ce que je voulais vous dire. Pour l'HPN, là, je n'ai pas un problème. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. C'est qu'en pratique, je pense qu'il n'y a pas de raison de se limiter dans la prescription chez les patients les plus âgés, qui vont bénéficier du traitement comme les plus jeunes. Dans l'aplasie, là encore, ça reste un problème pour la greffe, c'est très, très, très marqué et on essaye d'y répondre avec encore un essai qui va ouvrir. Et puis pour le traitement immunosuppresseur, en revanche, on a tendance à traiter de manière traitement de référence pour tous ceux qui peuvent recevoir le traitement, à savoir des patients qui ont une aplasie biliaire sévère ou très sévère et qui sont en très bon état général. Et merci à tous ceux qui travaillent au centre avec nous. Merci beaucoup Régis pour avoir en plus maintenu parfaitement le timing. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi j'avais une question par rapport à l'aplasie du sujet, on va dire moins jeune ou un peu âgé. Est-ce que vous démarrez avec des doses de cyclo un peu plus basses? Est-ce que vous monitorez le taux plasmatique résiduel? Oui, donc en fait ça pour être honnête, hein, c'est rare que le patient qui a plus de 65 ans avec une aplasie médulaire sévère soit parfait et fit. Donc, pour ceux qui n'ont pas un SAL cyclorévolade, on commence toujours par le révolade parce que c'est le traitement le mieux toléré. Et puis la cyclo, on y va tout doucement jusqu'à ce que la créate bouge. On se fout du taux. On se fout du taux. Et pareil vraiment, pour nous, voilà. Dans les cytopénies. C'est vraiment la créate et les chiffres tensionnels qui souvent conditionnent la... Et on a des essais prospectifs maintenant, cyclorévolade, dans cette tranche d'âge. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais appeler Arnaud Jacquard, que vous connaissez, donc qui dirige le centre de référence amylose et qui, lui, va nous entretenir de l'impact de l'âge sur le traitement de l'amylose AL, je présume. Oui. Donc bonsoir. Sans trop de surprise. Merci Arnaud. Les conflits d'intérêts. Alors, pour les amyloses, c'est important de savoir comment on va traiter les patients âgés, surtout à Limoges. Limoges, le Limousin, c'est l'Europe de dans 20 ans. On est la région la plus vieille d'Europe. À Limoges, il y a 25% des gens qui ont plus de 65 ans. Et une fois où j'avais comparé avec Blida en Algérie, où c'était 3,5%, je m'étais dit qu'ils n'avaient pas la même épidémiologie pour les amyloses, en particulier celle que vous allez voir qui touche les vieux. Donc la médiane de nos patients, c'est 67 ans, et on en a 25% qui sont à plus de 75 ans. Et ça, c'est avec Poitiers. Poitiers, je pense, c'est nettement plus jeune que Limoges. Donc la prise en compte de l'âge, ça va être dans le diagnostic, dans l'évaluation et puis surtout dans le traitement. Alors le problème, le diagnostic des amyloses AL, c'est que plus on vieillit, plus on a des MGUS. C'est 10% à 80 ans. Et donc il va y avoir beaucoup d'associations fortuites MGUS et des pathologies qui sont fréquentes chez les vieux, qui peuvent évoquer une amylose, soit une insuffisance cardiaque, un syndrome néphrotique, une polyneuropathie. Et donc ça va faire en sorte que de temps en temps, on voit des gens avec une amylose sénile dont j'ai parlé et qui demandent un avis. Ils ont traité pour une amylose sénile, ils demandent un avis parce que la chimiothérapie ne marche pas et parce que ce n'est pas une AL. Alors l'amylose AL n'est plus une maladie rare, hein. L'amylose sénile, c'est l'amylose par dépôt de transthyrétine non mutée chez les vieux. C'est surtout les hommes, 80%. C'est surtout après 70 ans, mais le plus jeune de la Mayo Clinic, il avait 48 ans. C'est souvent des anciens sportifs, on ne sait pas bien pourquoi. Ils ont très souvent un antécédent de canal carpien bilatéral, une atteinte cardiaque prédominante, mais aussi un canal lombaire étroit, une rupture du biceps comme ce monsieur, un syndrome d'apnée du sommeil et ils sont sourds. Bon, c'est des vieux, mais ils sont plus souvent sourds que les vieux. Et c'est des cardiopathies qui vont évoluer lentement, et ça, c'est pas du tout la même chose que les AL, avec un SP à l'écho et à l'IRM qui est identique aux AL. Sauf que là, on va avoir des septums à 25 mm et un malade qui va pas si mal. Ça existe quasiment pas dans les AL. Et des marqueurs cardiaques qui vont être beaucoup moins élevés. Alors bien sûr, quand il n'y a pas d'immunoglobuline monoclonale, c'est en faveur plutôt d'une TTR que d'une AL, mais il y a beaucoup de MGUS non reliés. Et c'est extrêmement fréquent. Je ne sais pas si tout le monde a la notion de ça. Sur cette étude de scintigraphie, c'est la scintigraphie qui permet de faire le diagnostic des amyloses TTR. Les plus de 75 ans, donc 1000 patients qui avaient une scintille pour autre chose,
c'était 4,15% des hommes et 1,03% des femmes. Alors si on regarde l'incidence des amyloses AL, c'est 12,5 cas par million d'habitants et par an. Ça, on l'a fait dans le Limousin de façon assez précise et on a trouvé la même chose que M. Kyle aux États-Unis. Donc ça fait 700 nouveaux cas par an en France. Ça fait, vu que maintenant ils vivent relativement longtemps, ça fait 5000 patients à peu près qui vivent avec. Et si on fait une règle de 3 avec 4,15% et 1%, chez les plus de 75 ans, ça fait 102 000 hommes et 39 000 femmes. Il y en a quand même beaucoup qui sont plus jeunes, donc ça fait à peu près 200 000 personnes qui ont une amylose à TTR cardiaque en France. Donc c'est plus une maladie rare et ça devient un vrai problème parce que, je ne sais pas si c'est comme on sait chez vous, mais chez nous les cardiologues sont débordés, donc ça leur fait du travail en plus, des nouveaux malades. Et c'est difficile de les faire prendre en charge. Et ils viennent voir le responsable du centre de référence des amyloses AL et ça fait trop de malades. Moi, je ne peux pas m'en occuper de tous ces patients et c'est vraiment un travail de cardiologue. Donc la Synthi, ça fait le diagnostic, mais évidemment, les choses sont toujours un peu compliquées. Ça peut fixer dans les AL, mais que 8% des cas. Et donc il y a cet algorithme très bien fait. Quand vous avez une scintigraphie positive et que vous n'avez aucune immunoglobuline monoclonale, c'est une TTR, vous n'avez pas besoin de biopsier. Il faut juste savoir s'il y a une mutation ou pas. Les mutations, c'est rarissime par rapport à la fréquence des TTR séniles. Si vous avez une immunoglobuline monoclonale, là, il va falloir faire des biopsies ou bien réfléchir sur la nature de la maladie. Et c'est important parce qu'il y a des traitements. Il y a le tafamidis qui diminue de 30% le risque de décès. Il y a les ARN interférents qui détruisent, qui empêchent la production de la TTR, ça fait comme la chimio. Et puis tout récemment, il y a ces anticorps qui ont de ce papier de l'équipe de Thibaut Damy à Mondor, qui permet d'éliminer l'amylose, ces anticorps antitransthyrétine mal foutus qu'il y a dans les fibrilles, et ça permet d'éliminer l'amylose du cœur de ces patients âgés, donc c'est vraiment important de faire le diagnostic. Alors, dans l'évaluation, c'est un peu compliqué chez les vieux. Ils ont beaucoup d'insuffisance cardiaque, beaucoup d'ACFA, beaucoup d'HTA. Ils ont des diabètes, ils ont des pathologies hématologiques. Donc, ça va être plus compliqué de savoir si c'est lié à l'amylose ou si ça n'a rien à voir avec l'amylose. Et dans le traitement, on va réfléchir à comment c'est toléré, est-ce que c'est toxique ou pas, est-ce qu'il y a une différence d'efficacité, et puis un tout petit peu le coût. Donc, le traitement de l'amylose AL, il vise à renverser l'équilibre entre la formation des dépôts qui est dépendant du taux des chaînes légères, et leur élimination lente pour l'organisme. Et on va faire des chimiothérapies qui vont taper sur les cellules responsables de la production. Et dans la majorité des cas, c'est des plasmos. Donc on va faire des chimios de myélome, et on est plus efficace que dans le myélome. Les taux de réponse sont plus importants, la rapidité des réponses est plus importante, et surtout la durée des réponses est plus importante, du fait du caractère stressé des plasmos d'amylose à cause de ces chaînes légères mal fichues. Et donc les organes vont s'améliorer, ça va aller vite dans le foie, moins vite dans les autres organes, quand on a une efficacité. Il faut se rappeler que la chimio ne joue pas sur les dépôts, et aussi que comme on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces, on devient de plus en plus exigeant sur la qualité de la réponse et la profondeur de la réponse. Donc ça, c'est le timeline de l'efficacité des traitements. Ça ne marche pas très bien. Donc 30% dans les années 90 avec melphalan-prednisone, 1 an et demi de survie, 65% avec le melphalan-dexaméthasone, donc prednisone, dexaméthasone, 30 à 65% de réponse, 50 de survie, autogreffe, 65% de réponse. Et on a fait cette étude et on a abandonné les autogreffes parce qu'on a montré que melphalan-dexaméthasone, c'était mieux. Donc après est arrivé le bortezomib. Il faudrait une pile pour le... Jusqu'à quand? Non, c'est pas très facile, ça marche plus. Si. Et puis le dernier, il y a eu le Velcade, donc a vraiment changé le pronostic des patients. Et puis le daratumumab, qui donne 92% de réponse. Et maintenant le venetoclax, chez les patients avec une translocation 11-14, qui va être efficace chez 80% des malades. Donc on est passé de 35 à 92% de réponse, et chez les 8% qui ne répondent pas, on a 80% de réponse avec le venetoclax. Et là, ça a été trop vite. Et maintenant, on utilise les immunothérapies.
et c'est pas publié, mais ça c'est notre premier malade qu'on a traité, qui répondait à rien du tout, et vous voyez avec du teclistamab, donc avec un anticorps bispécifique qui cible les T et la cellule tumorale, on a une réponse complète avec un taux de chaîne légère complètement effondré. Donc on a publié le PNDS il y a à peu près 2 mois, après beaucoup de retard, et donc merci aux gens qui ont participé à son élaboration. Et on n'a pas de chapitre spécial pour les patients âgés dans ce PNDS. On n'a pas dit les vieux, il faut les traiter comme ça. Donc vraiment, je ne pense pas qu'il y ait une différence réelle de traitement entre les jeunes et les vieux. Il y a simplement certaines molécules où on fait des doses un peu plus faibles, en particulier la dexaméthasone et certaines chimiothérapies comme la bendamustine. Mais dans nos traitements qu'on utilise le plus fréquemment, le DARA-VCD ou le DARA-SOL, il n'y a pas de différence. Quand on regarde dans la littérature, donc des revues récentes, il n'y a pas de mention de l'âge, sauf pour l'éligibilité pour les autogreffes. Mais nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on n'en fait quasiment plus. Et d'ailleurs, les équipes sont en train de les abandonner. Dans ce guidelines de l'EHA, de la Société européenne d'hémato et de la Société internationale amylose, donc quand ils définissent les populations spéciales qui vont poser, qu'il va falloir traiter différemment, il n'y a pas les vieux. Et quand on regarde âge et traitement dans la littérature, donc dans ce premier papier publié en 2015, grosse série anglaise, de patients de plus de 75 ans, ils insistaient vraiment sur le fait que choisir un traitement approprié, c'était très important. C'est un peu comme dans le myélome. Souvent, les patients très âgés n'ont qu'une seule chance. Si on rate le début, ça se passe mal. Il faut être efficace rapidement. Et un cinquième des patients avait choisi en Angleterre de ne pas avoir de traitement spécifique. Dans cet autre papier, là, 1700 patients de l'équipe de Boston, là aussi, il y a 34% des patients qui ne reçoivent qu'un traitement de support. Donc ça, j'étais assez étonné en regardant ça, parce que je pense que dans notre série, nous, il n'y en a quasiment aucun. Parce que les traitements sont tellement maintenant peu toxiques qu'on peut traiter pratiquement tous les malades. Alors, ce qui était aussi particulier, c'est que le nombre médian de traitements était 1. Donc, c'est vraiment, plus les gens sont vieux, moins ils auront de deuxième chance et de traitement de rattrapage. Et quand on regarde la courbe de survie en fonction de l'époque, il y a une amélioration de la survie. Ça veut dire que les nouveaux traitements marchent bien chez les gens âgés. Et ce dernier papier, là, c'est un peu décevant. Je l'ai lu, on dit c'était vraiment comment on doit traiter les patients âgés pour l'amylose. En fait, c'est une revue sur le traitement de l'amylose et il n'y a pas grand-chose, à part quelques réflexions sur le fait que les gens âgés sont fragiles. Alors, la survie de ces 656 patients vus à Limoges et Poitiers depuis 2000, c'est depuis 2000, hein, il y a des patients qui ont été traités au début des années 2000. Donc, en fonction de l'âge, il y a clairement une différence de survie, mais elle est moins importante qu'en fonction du stade Mayo, donc de la gravité de l'atteinte cardiaque. Et quand on regarde, et ça c'est vraiment important, la survie des patients en fonction de l'époque, et sur la courbe de droite, en fonction de l'époque, donc c'est avant l'arrivée du bortezomib, après l'arrivée du bortezomib et après l'arrivée du daratumumab, c'est clair que pour les stades 3 les plus graves, ils bénéficient vraiment de ces nouveaux traitements. Donc c'est un exemple. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. Si j'ai le temps de montrer l'exemple, oui peut-être. Oula, je me dépêche. Donc une dame de 80 ans, en décembre 2021, dyspnée, aggravation rapide, et finalement elle va dans une clinique en février. Et le cardiologue connaît l'amylose, et donc il fait le diagnostic d'amylose probable. Il arrête les bêta-bloquants, ce qui est une bonne idée, il lui donne du furosémide, sauf qu'il lui dit « je vous reverrai dans 3 mois, je vais faire une scintigraphie ». Et quand on sait que la survie des 3B, la médiane, c'est 4 mois, au bout de 3 mois, vous avez perdu 40% des malades, donc ce n'est pas une bonne idée. D'autant plus que ce cardiologue, il avait fait une électrophorèse, une immunofixation, il avait vu qu'il y avait une immunoglobuline monoclonale. Et donc moi, ce que j'essaie de faire passer aux cardiologues, c'est eux, ils voient énormément de TTR maintenant, mais dès qu'il y a une immunoglobuline monoclonale, il faut qu'ils appellent l'hémato, parce que là, c'est une vraie urgence. S'ils attendent d'avoir l'IRM 3 mois après, il y a des chances que le malade soit perdu. Il n'a pas fait les chaînes légères, parce que les chaînes légères, c'est pas remboursé, et donc c'est un problème dans le privé. Souvent, ils le font pas, et il faut les chaînes légères pour faire un diagnostic d'amylose. J'aurais dû amener mon pointeur.
Donc la scintillose était négative, ce n'était pas une TTR. La scintillose, il l'a eu un mois après sa consultation. Puis finalement, elle a été réhospitalisée avant la date de consultation pour une décompensation cardiaque, avec BNP tropo vraiment élevé. Et le cardiologue, comme la tropo était élevée, a demandé une coronaro. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les amyloses. Et heureusement, il a appelé dans le service, donc on l'a vu en consultation le 19. Elle était vraiment essoufflée, elle avait un seul truc positif, ce qui n'est pas très fréquent dans les amyloses cardiaques graves, c'est qu'elle avait une tension à peu près conservée. Donc c'est la seule chose qui était plutôt bon pronostic chez elle. Elle n'avait pas beaucoup de plasmo, elle avait une translocation 11-14 comme la moitié des malades, et puis elle avait de l'amylose dans les glandes salivaires, et un Holter qui montrait une ACFA sans autre problème. 15 000 de NT-proBNP, 205 de troponine. Bon, elle avait une créate élevée, donc ça majore un peu ses chiffres, mais elle était quand même gravissime, cette petite dame. On l'a traitée avec Dara Velcade Endoxan, avec des toutes petites doses de Dexa. On a été extrêmement efficace immédiatement. Le NT-proBNP est monté jusqu'à 30 000 et puis il est redescendu. Comme le NT-proBNP monté, on a arrêté le Velcade au bout de 2 cures parce qu'il peut être toxique pour le cœur et on a continué avec que du Dara. Alors ça, c'est peut-être un avantage qu'ont les vieux sur les jeunes. On accepte de faire des choses qu'on fait moins chez les jeunes. On va faire des traitements plus à la carte et peut-être un peu moins au menu chez les patients âgés. Et je l'ai revue il y a un mois. La dame, elle allait bien, elle était beaucoup moins essoufflée. Et donc, elle évolue bien à 80 ans avec un stade 3B de la Mayo Clinique. Donc, nos traitements marchent vraiment bien. On a fait des progrès vraiment très, très importants dans le traitement des amyloses. À gauche, c'est les courbes qui ont permis de définir le stade de la Mayo Clinique. À droite, c'est Andromeda, donc l'étude avec le DARA. Donc même avec le VCD, la survie est excellente. C'est que les patients qui ne répondent pas, ils ont du DARA quand ils sont non répondeurs. Et ça, c'est sans les 3B, mais les 3B maintenant avec le DARA, on a ce type de courbe en rouge. Donc c'est une étude chinoise, il faudra voir si ça se confirme, mais on est à 65%, je crois, de survie à 1 an. On n'est pas à 20% comme on était avant. Donc en conclusion, c'est plus difficile le diagnostic chez les patients âgés. Il y a beaucoup de MGUS, il y a beaucoup de comorbidité. Il faut faire vraiment attention aux amyloses TTR parce qu'elles sont extrêmement fragiles. Mais il n'y a aucune raison de ne pas les traiter comme des patients les plus jeunes, vu l'efficacité et la tolérance des nouvelles molécules. Et les modifications, c'est à la marge. On donne des plus petites doses de Dexa. Souvent, on ne donne pas d'endoxan. Et on fait des traitements plus courts et plus adaptés. Alors, ça, c'est si on ne tient pas compte du coût, évidemment. Ça, c'est le problème. Si vous avez comme idée de faire comme en Angleterre ou aux États-Unis, et vous regardez le QALY, c'est-à-dire le temps en bonne santé, le nombre d'années en bonne santé que vous fait gagner le traitement, clairement, chez les vieux, le QALY ne sera pas très bon. Et si notre système de santé continue à se dégrader comme depuis quelques années et que comme dans un CHU du sud de la France, ils font plus de carticelle après 70 ans parce qu'ils n'ont plus de lit du fait du manque d'infirmières, alors que la survie est exactement pareille même après 75 ans, ça posera un problème. Sinon, je pense qu'il faut traiter les amyloses chez les gens âgés, même très âgés. Moi, j'ai traité un monsieur de 94 ans, je l'ai mis en rémission et il a vécu quelques années. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter ces malades. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud, c'était très clair et merci d'avoir rappelé les problématiques de diagnostic différentiel entre TTR, amylose sénile et AL. Il paraît que c'est du quotidien, mais presque comme problématique. Moi, juste chez le sujet âgé / très âgé, tu ne vois pas plus d'hypogamma symptomatique au fil du temps sous DARA ? C'est pas t'as pas l'impression que ça... Alors, nous, on fait des traitements pas très longs. Andromeda, c'était 2 ans de DARA. Nous, on a plutôt tendance... Et nous, on avait fait un protocole de phase 2 chez les patients réfractaires. On avait fait 6 mois. Et les patients qui répondent bien, j'en ai 2 qui sont en réponse 5 ans après l'arrêt du DARA. Donc, ça donne des réponses très, très longues, comme souvent. Non, mais il ne reste pas avec 3-4 grammes de gamma-globuline et plus d'infections que les plus jeunes. Je ne crois pas. Ils tolèrent moins les infections. Il faut sûrement faire attention. C'est aussi l'intérêt de donner moins de Dexa chez les vieux. Ok, merci beaucoup, c'était très très clair. On va terminer avec Étienne Crix. Étienne qui travaille dans le service, qui est actuellement en postdoc à Imagine, mais qui va revenir bientôt chez nous et qui va nous parler de la problématique vieux, moins vieux dans le PTI. Merci beaucoup Marc.
Donc on va attendre que ça démarre pour commencer. Merci à vous d'avoir tenu jusque-là, y compris les pédiatres, pour cette session sur le sujet âgé. Donc doit-on prendre en compte l'âge dans la prise en charge du PTI? On va parler surtout du PTI plus que d'autres cytopénies auto-immunes parce que finalement c'est là où on a le plus de données. Alors on a envie de répondre oui bien sûr, mais ce qu'il faut bien voir c'est que la question c'est plutôt comment doit-on prendre en compte l'âge. Donc on va essayer de répondre à cette question. Et avant cela, je voudrais vous rappeler des données d'épidémiologie qu'on a déjà depuis un certain temps maintenant, qui nous disent qu'en fait, le pic d'incidence du PTI, il est bien chez le sujet âgé, et aussi bien sur les données françaises que sur les données publiées plus récemment du registre anglais. Le pic d'incidence, il est chez l'homme, et il est au-dessus de 80 ans ici, au-dessus de 75 ans ici. Donc on a presque une épidémie chez le sujet âgé de PTI. Et en dehors des pédiatres, peut-être que notre file active bientôt de PTI comportera plus de sujets âgés que de sujets moins âgés. Donc doit-on prendre en compte l'âge? On va parler un peu comme dans le topo précédent du diagnostic, du pronostic, de la stratégie. On n'a pas le temps de refaire toute la revue de la littérature en 10 minutes, mais je vous ai donné quelques références ici qui recoupent en tout cas les principales références intéressantes. Et donc pour commencer sur le diagnostic, le PTI ça reste un diagnostic bien sûr d'élimination, ça ne change pas chez le sujet âgé. En revanche les diagnostics différentiels qu'on est amené à rencontrer ne sont pas tout à fait les mêmes. On pourrait parler déjà des thrombopénies médicamenteuses, alors on parle ici immunomédiées, il y a aussi des thrombopénies bien sûr toxiques. On ne sait pas si c'est plus fréquent chez le sujet âgé, mais ce sont des patients qui sont clairement plus polymédiqués. Et je vous rappelle que l'enquête médicamenteuse est primordiale et qu'une thrombopénie, tout du moins immunomédiée médicamenteuse, elle est rapide dans les heures ou jours qui suivent la mise en route du traitement et elle est volontiers profonde avec des patients qui vont souvent saigner. Et bien sûr, elle récidive à la réintroduction du traitement. Je ne parlerai pas bien sûr des thrombopénies induites à l'héparine que vous connaissez bien. Le deuxième type de diagnostic différentiel qui est plus fréquent chez le sujet âgé, ce sont les hémopathies au sens large. Lymphoïdes bien sûr, mais là, souvent le diagnostic il est plus facile avec le contexte clinique et l'analyse du frottis. Et puis il y a bien sûr la myélodysplasie qui est souvent une question qu'on va se poser en sachant qu'on a de plus en plus de recul pour des patients avec d'authentiques myélodysplasies qui ont une thrombopénie qui semble d'allure immunologique puisqu'elle répond parfaitement au traitement immunosuppresseur avec maintenant des séries publiées. Donc finalement, la question qui va se poser, c'est faut-il faire un myélogramme à ces patients pour dépister ces diagnostics différentiels notamment? Et pendant assez longtemps, les sujets âgés, on le fait encore, avaient un myélogramme justement un peu dans ce but de ne pas passer à côté d'autres choses. Et finalement, avec le recul maintenant de plus en plus de séries, même si ça reste un sujet qui est encore débattu à l'heure actuelle, et on en rediscutera probablement pour le PNDS, eh bien, la rentabilité diagnostique en cas de thrombopénie complètement isolée, donc, et sur l'histoire clinique, il n'y a pas de loup, et sur l'analyse de l'énumération et surtout du frottis sanguin réalisé par un bon cytologiste, et bien finalement la rentabilité diagnostique du myélogramme semble extrêmement faible, avec pour l'instant quand même des séries qui sont plutôt rétrospectives et donc à prendre avec un peu de recul. Bien sûr, il faut rester alerte, notamment si l'évolution sous traitement n'est pas celle qui est attendue, et donc ça reste à discuter. Ensuite, sur le pronostic, bien sûr, ce sont des patients plus comorbides et plus fragiles. Et donc, il y a 3 risques principaux qui vont être à envisager chez nos patients, qui sont le risque hémorragique, le risque thrombotique et le risque infectieux. Et si on parle maintenant du risque hémorragique, on a maintenant la chance d'avoir plusieurs grandes séries de PTI du sujet âgé. Et vous voyez ici, dans cette série italienne, où on regarde déjà les plaquettes au diagnostic, eh bien on s'aperçoit, quel que soit l'âge, au-dessus de 65 ans ou en dessous de 65 ans, que le chiffre plaquettaire au diagnostic n'est pas différent. Quand on regarde le risque de saignement, quel que soit le grade, au diagnostic du PTI, il n'est pas non plus différent entre sujets de plus ou moins de 65 ans. En revanche, les saignements sévères, donc de grade 3 ou de grade 4, sont plus fréquents au-delà de 65 ans, sans qu'il y ait dans cette série d'analyses finalement multivariées sur des facteurs confondants, et notamment les comorbidités. Quand on regarde maintenant sur une analyse transversale qui a été réalisée sur les patients de Carmen France, les facteurs de risque de saignement, eh bien en fait l'âge ne sort pas comme un facteur de risque de saignement. Ce qui ressort en fait entre autres éléments, c'est le seuil de plaquettes avec un seuil qui est assez bien montré comme étant proche de 20 gigas par litre.
Quand en revanche on regarde les saignements sévères, on ne retrouve pas l'âge en analyse multivariée. En revanche, le seul facteur qui sort pour les saignements sévères, c'est l'exposition au traitement anticoagulant, une fois de plus, et qui est donc probablement à prendre en compte de manière importante. On a également des données maintenant sur le sujet très âgé, qui était défini comme ayant plus de 80 ans. Et à nouveau, on retrouve comme facteur de risque de saignement... comme facteur de risque de saignement tout court, le seuil de plaquettes inférieur à 20 giga par litre. Et quand on regarde le risque de saignement sévère, à nouveau, on retombe sur l'exposition aux anticoagulants, ce qui montre bien l'importance de ce traitement dans la prise en charge de nos patients. Donc finalement, à partir de là, est-ce qu'on peut élaborer des stratégies thérapeutiques sur quand traiter, comment traiter? Alors quand traiter, à partir des données que je viens de vous montrer, on peut proposer des choses. Déjà, le patient est-il sous anticoagulant à dose curative? Si oui, on a envie de se dire qu'il faut maintenir des plaquettes normales avec un seuil qui peut être discutable de 50 giga par litre, mais qui nous laisse probablement un peu de sécurité. Et si le patient n'est pas sous anticoagulant, eh bien sûr, on fait comme d'habitude, on regarde est-ce que le patient saigne et quel est les chiffres de plaquettes. Si le patient a moins de 20 giga par litre, on a vu que c'était associé au risque de saignement, il est logique donc de vouloir le traiter. Si le patient a plus de 50 giga par litre, a priori, il n'y a pas vraiment d'indication à le traiter. Et puis après, on a la zone grise, entre 20 et 50 giga par litre. Alors évidemment, si le patient saigne, c'est logique de vouloir le traiter. Sinon, eh bien, c'est une discussion qui est à avoir probablement au cas par cas, en fonction des facteurs de risque de saignement, qui sont notamment des plaquettes qui seraient un peu plus basses, à 30 giga par litre, des antécédents de saignement, la prise d'antiagrégants ou un âge avancé ou des comorbidités, un risque de chute. Donc tout ça doit être pris en compte et la décision probablement adaptée aux patients. Alors ensuite, comment traiter? Donc sur la première ligne, là on a pas mal de données pour dire qu'il n'y a pas de différence en termes de réponse au traitement, que ce soit les corticoïdes ou les IGIV. En revanche, on a un risque de toxicité qui est clairement majoré, notamment pour la corticothérapie. Alors il y a quelques études qui suggèrent qu'on pourrait réduire les doses, et c'est vrai qu'un peu comme ce qui a été dit avant, on a tendance à réduire les doses de dexaméthasone, notamment pour les sujets très âgés, sans qu'il y ait vraiment de données robustes pour conforter cela. Et pour les immunoglobulines, notamment en cas d'insuffisance rénale, il est probablement logique d'étaler un petit peu les doses si on craint pour la fonction rénale. Sur le traitement de deuxième ligne, en fait, il n'y a pas vraiment d'études dédiées chez le sujet âgé. On peut partir quand même des données qu'on a sur les séries, notamment européennes récentes, et toutes ont le même constat, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de splénectomie, bien sûr, mais aussi de moins en moins de rituximab et de plus en plus de recours aux agonistes en premier traitement de seconde ligne chez les sujets âgés. La raison pour cela, c'est que les agonistes, comme vous savez, sont assez efficaces, et aussi bien chez le sujet âgé que chez le sujet jeune, qu'on peut switcher facilement d'une molécule à l'autre en cas d'échec et récupérer des réponses. La tolérance immédiate est excellente, on n'a pas de risque infectieux, et tout ça, par contre, est quand même à mettre en balance avec le risque thrombotique, notamment chez le sujet âgé comorbide, et on va en rediscuter, et un effet qui est éventuellement suspensif, même si ce dogme tend à changer. Donc les thromboses, c'est quand même très important de le prendre en compte chez la population gériatrique, puisque finalement, vous savez que le PTI est une maladie paradoxalement thrombotique, et liée à la physiopathologie de la maladie elle-même, et liée au traitement qu'on emploie. Donc on parle des agonistes, mais bien sûr, c'est aussi la splénectomie, les immunoglobulines qui vont rentrer en compte. Et il y a également les patients qui sont liés uniquement aux patients. L'âge est un facteur de risque indépendant de thrombose. Les facteurs de risque cardiovasculaire s'accumulent avec l'âge, de même que les facteurs de risque thromboembolique veineux. Et donc tout ça est à prendre en compte dans le choix du traitement chez nos patients. On pourra rediscuter après de la prise en charge des thromboses sous agonistes notamment. Alors tout ça ne veut pas dire que les autres traitements de seconde ligne sont à ne pas utiliser. Au contraire, on a un certain nombre de données. Pour le rituximab, il y a une controverse sur les données de la littérature, comme quoi il pourrait être moins efficace chez le sujet âgé. Ce n'est pas vraiment les résultats qu'on a localement. En revanche, on augmente évidemment le risque infectieux, et puis on a vu le problème récent avec la vaccination qui peut parfois poser problème, mais ça reste tout à fait utilisable. Pour la splénectomie, en revanche, on a quand même moins d'efficacité chez le sujet âgé, et ça a été montré avec moins de réponses et plus de rechutes à distance. On a évidemment plus de risques périopératoires, et puis on a bien sûr un risque infectieux et thrombotique au long cours, comme chez le sujet jeune.
Probablement, il ne faut pas l'éliminer complètement pour des patients qui seraient avec un âge physiologique parfaitement correct et qui seraient dans la difficulté autrement. Pour les autres traitements, on a moins de recul. Les immunosuppresseurs, bien sûr, le temps de réponse est un petit peu plus prolongé et on a un risque infectieux qui est non négligeable. La dapsone, qui a été quand même assez longtemps utilisée pour des sujets âgés, reste tout à fait utilisable avec parfois des rémissions très prolongées et on aura probablement des données prochainement. Et puis, pour le fostamatinib, on n'a pas encore de recul dans cette population gériatrique et je n'ai pas mis de danazol qui, au regard des alternatives, n'est plus tellement utilisé. Donc si on conclut, l'âge doit-il être pris en compte dans la prise en charge du PTI? Je dirais que pour le diagnostic, la démarche globale reste la même que chez le sujet jeune, même si les diagnostics différentiels ne sont pas les mêmes, mais que le myélogramme ne doit pas forcément être systématique sur le seul critère de l'âge et qu'il faut prendre en compte probablement toute l'histoire de la maladie du patient et l'analyse des données paracliniques, notamment du frottis. Probablement que l'âge rentre en compte, bien sûr, dans l'évaluation du risque hémorragique et que, notamment en cas de prise d'anticoagulants ou de plaquettes basses, on sait que nos patients âgés vont être à risque de saignement et de saignement sévère et que pour le choix thérapeutique, clairement, l'âge a l'air d'impacter les pratiques dans ce qui est observé avec une préférence aux ARTPO dans les principales séries qu'on a à mettre en balance avec le risque thrombotique. Un risque de toxicité, qu'elle soit infectieuse ou thrombotique, avec aussi d'autres traitements. Et puis l'adage de Starto-Goslow qu'on utilise volontiers pour la dexaméthasone ou d'autres traitements. Voilà, j'en ai terminé là. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.